Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, School TV vous propose toute une série de rendez-vous pour comprendre, pour agir. Et on va commencer avec l'invité du grand oral, Éric Debarbieu. L'anti-sèche de Cécile Fournier. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, c'est cette alerte récemment émise par la Banque mondiale. Le prix du baril de pétrole risque de repartir fortement à la hausse. On va donc revenir avec Cécile sur la question de l'énergie. Elle est au programme en sciences et technologies. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, comment naît le désir. Les éditions Thierry Magnier publient un recueil sur le sujet que Cécile a lu pour vous. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le plateau repas de Sandra Ferreira. Notre diététicienne nutritionniste vous expliquera les vertus du petit déjeuner, une excellente habitude qui se perd notamment chez les collégiennes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. C'était il y a 12 ans, alors président du comité scientifique des États généraux sur la sécurité à l'école, le chercheur Éric Debarbieu rendait un rapport juste avant les premières assises sur le harcèlement. Son titre demeure valable, refuser l'oppression quotidienne. Éric, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans la quotidienne en cette journée nationale contre le harcèlement scolaire. Vous avez une conviction et on va en parler, on va tricoter, j'allais dire, tout ce dialogue autour de cette conviction. C'est qu'il ne faut pas isoler le harcèlement de ce qui peut se passer autour et il ne faut pas isoler la prévention du harcèlement de ce qui se fait autour. Vous plaidez pour améliorer la situation sur ce que vous appelez la prévention indirecte. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche du programme miracle, de la solution qui d'un seul coup, va pouvoir résoudre le problème. On va avoir, je ne sais pas moi, la mode par exemple actuellement, c'est la méthode de la préoccupation partagée. Pourquoi pas? Sauf que malheureusement, les scientifiques le savent très bien. On l'avait dit dès les États généraux, on l'a dit ensuite bien entendu aux Assises nationales contre le harcèlement. Les méta-analyses montrent qu'un programme, quel qu'il soit, le meilleur qu'il soit, c'est jamais plus de 15% de diminution des faits de harcèlement. 15%, hein, contrairement à ce que certains disent, autour de 80%, mais ça c'est commercial. Donc pourquoi pas, mais c'est pas suffisant. C'est une première chose. Bon. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement systémique. C'est d'ailleurs pour ça que je ne parle pas, moi, de harcèlement scolaire. Je parle de harcèlement en milieu scolaire qui peut avoir des causes qui ne sont pas que scolaires. L'école peut faire des choses, mais il n'y a pas que l'école. D'ailleurs, quand on parle de climat scolaire, qui est pour moi, on y reviendra bien sûr, la clé même de la prévention et de la prise en charge du harcèlement, faut pas oublier que c'est un climat scolaire, c'est pas que ce qui se passe dans l'école. C'est aussi ce qui se passe autour de l'école, dans le quartier, avec les parents, etc. C'est-à-dire que ce point de vue systémique est extrêmement important. Vous savez, par exemple, on va aussi dire beaucoup, allez, on va faire de la sensibilisation. C'est vrai qu'en 2012, 2011, quand on parlait du harcèlement, je dirais pour la première fois dans les politiques publiques, mais pas au niveau des scientifiques bien sûr, on a beaucoup parlé de vidéos de sensibilisation, etc. Vous savez, de plus en plus, je crois que ça va, on est assez sensibilisé. Maintenant, il faut véritablement prendre le taureau par les cornes et c'est pas simplement, encore une fois, par ce programme miracle, qui peut être un programme pédagogique ou des solutions qui seraient, je dirais, technosolutionnistes, hein, de la même manière par rapport aux phénomènes de violence les plus graves. Éric Debarbieu, harcèlement, on pose les bases. Harcèlement en milieu scolaire plutôt que harcèlement scolaire, problématique systémique, la notion de climat scolaire. Il y a aussi un point, on avait d'ailleurs accueilli votre collègue Benjamin Moignard l'année dernière ici même, qui est dans le climat scolaire, ce qui peut régner entre adultes. Il peut parfois y avoir du harcèlement entre adultes dans un établissement et tout ça ne va pas faciliter les choses. Totalement. Si vous voulez, que ce soit pour la violence en général ou pour le harcèlement en particulier, on sait que les facteurs de risque les plus importants sont les trois suivants, et ce sont aussi des facteurs de protection. Le premier, c'est la qualité des équipes éducatives. C'est certainement le facteur le plus important. Alors cette qualité va évidemment dépendre, par exemple, je le dis moi personnellement depuis 1991, hein, les vieux sages peuvent rester des vieux passages quelquefois. C'est par exemple la stabilité des équipes. Hein. Or, il est vrai que cette stabilité des équipes éducatives est fortement menacée dans certains endroits. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Seine-Saint-Denis, par exemple, où il se passe de très belles choses, mais où aussi j'ai travaillé avec des établissements où 62% des personnels partaient tous les ans. Donc, que voulez-vous faire ?
Mais c'est aussi, vous l'avez souligné, c'était l'enquête qu'on avait faite l'année dernière avec mon ami Benjamin, comme celle que nous venons de rendre au niveau de l'école primaire, où on se rend compte que le nombre d'enseignants qui déclarent, d'enseignants ou de chefs d'établissement, de directeurs et directrices d'école, qui déclarent avoir été harcelés, oscille entre 17% dans le premier degré et près de 27%, en augmentation forte d'ailleurs, donc dans le second degré. Mais harcelés par qui ? Eh ben, en grande partie par des collègues, à moitié dans l'éducation nationale au premier degré et quasiment les 2/3 au niveau du second degré. Comment voulez-vous que des professeurs, que des directeurs, que des CPE même puissent véritablement s'occuper des problèmes de harcèlement entre élèves s'ils vivent des difficultés d'équipe aussi importantes? Quand la conflictualité des équipes éducatives n'est pas réglée, n'est pas régulée, inutile de dire qu'on ne pourra rien faire contre le harcèlement parce que de toute manière, c'est une question d'équipe. C'est une question où il faut mettre de l'adulte bienveillant vis-à-vis des adultes eux-mêmes, ce qui est un peu compliqué dans notre éducation nationale. On va en parler évidemment après l'anti-sèche, mais d'un mot, Éric de Barbieux, quand on reçoit des enseignants, des chefs d'établissement, des CPE justement sur School TV, souvent ils nous disent notre problème du moment c'est l'urgence. Et on a peu de temps, pas assez de moyens et on est sans arrêt en train de courir après l'urgence. Est-ce que c'est quelque chose que qui ressort aussi de vos études? Parce que ça n'aide pas. Oui, c'est d'autant plus vrai que l'éducation nationale souffre depuis bien longtemps de ce qu'on appellera la réformite, c'est-à-dire de ce changement, à chaque changement de ministre, à chaque on voit très bien ce que veut dire cette maladie. Voilà, donc de nouvelles tensions. Moi, par exemple, je trouve que certaines des déclarations du ministre actuel contre le harcèlement sont valables. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les mesures, mais au moins la focale a bien été mise là-dessus. Mais bon, en même temps, on y ajoute là, le socle des savoirs, dès qu'il y a une déclaration, il va y avoir de nouvelles choses. On se perd dans un nombre de priorités qui donc deviennent tous non prioritaires puisqu'elles sont multiples. On va essayer. D'abord ça, je pense. Et puis il y a aussi d'autres choses. Juste un petit point en école primaire. Parce qu'on va se retrouver après, Eric, c'est pas fini. Non, mais ça fait rien, vous montrez tout ça. Non, on est en direct. École primaire. Là, la véritable difficulté actuelle, il faut être très clair, c'est les problèmes d'une école inclusive qui est faite à l'économie, qui est faite sans véritable formation, etc. Les enseignants ne nous parlent que de ça. On va zoomer sur le primaire et sur ces problématiques-là, mais effectivement, manque de temps, manque de moyens, nous, ça nous revient beaucoup aussi, mais on se retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Une anti-sèche qui ne va rien arranger puisque la Banque mondiale alerte sur une possible hausse du prix du baril de pétrole dans les prochains mois, du moins si le conflit en Israël s'étendait au Moyen-Orient. Et bon, ça veut dire moins de moyens, notamment pour la puissance publique. Et dans l'anti-sèche, on va revenir avec vous sur les différentes sources d'énergie, le pétrole étant, je le rappelle, une énergie fossile. Oui, effectivement, il y a deux types d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles viennent des restes de matières vivantes transformées au cours des millénaires, comme les algues, les plantes, les animaux. Et ces énergies fossiles sont donc présentes dans le sol. Elles sont au nombre de 4. Le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l'uranium. Le charbon est créé à partir de biomasse enfouie dans le sol, généralement à plusieurs kilomètres de profondeur. Il est composé d'hydrogène, de soufre, d'oxygène et surtout de carbone. Prenez note, il y a interrogation. Je note. Il y a plusieurs types de charbon suivant sa teneur en carbone. Le gaz naturel est composé d'hydrocarbures gazeux constitués de méthane, éthane, propane et butane. Il est rendu odorant, il faut le dire, par l'ajout de tétrahydrothiophéne. Le pétrole résulte de la dégradation thermique de matières organiques contenues dans ce qu'on appelle les roches-mères. Et l'uranium est contenu dans les minerais. D'accord. Bien, pour les énergies fossiles. Les renouvelables, là. Reprenez votre souffle. Les renouvelables sont issus de sources d'énergie qui se reconstituent rapidement et qui sont donc renouvelables et inépuisables. Il y en a 5, l'eau, le vent, le soleil, la géothermie, la biomasse. Alors, moi je pense qu'il faut peut-être faire un petit point. Moi je pense qu'il faut faire un point géothermie et biomasse. Oui, parce que l'eau, le vent, tout ça on voit. Ouais. L'énergie biomasse d'abord, c'est en brûlant des déchets, cela crée donc de la chaleur ou de l'électricité ou les deux. Elle représente plus de 50% de la production d'énergie finale en France. La géothermie, eh bien, c'est la Terre. Elle dégage une importante quantité de chaleur en profondeur. Donc on va puiser cette chaleur en profondeur. Plus on creuse profondément, plus la température augmente. On peut récupérer cette chaleur pour le chauffage ou pour produire de l'électricité. La France dispose de 2 centrales de géothermie en Guadeloupe et dans le Bas-Rhin. Bon, mais qui ne vont pas suffire pour assurer à notre pays une indépendance énergétique. Pas du tout, puisqu'en 2021, le taux d'indépendance énergétique de la France est de 55%.
et nous sommes dépendants à 45% des énergies fossiles importées. Le pétrole reste la deuxième énergie la plus consommée en France. Il représente 28% de la consommation de l'énergie totale. Derrière, comme chacun sait, le nucléaire. Et oui, le nucléaire, c'est le numéro 1 avec 40% de notre consommation d'énergie. Et d'ailleurs, nous sommes exportateurs de nucléaire en France. Il y a 56 réacteurs répartis sur 18 centrales. Mais il faut savoir que nous importons le minerai naturel dont on a besoin. Et en ce qui concerne la consommation d'énergie renouvelable ? Elle représente 20,7% en 2022 de notre consommation finale brute d'énergie. Selon la loi énergie-climat, la France doit atteindre 33% d'ici 2030. Ça, c'est pour la France. Et au niveau international, il y a de nouveaux objectifs qui doivent être fixés lors de la COP28, celle de Dubaï. Oui, elle se tiendra du 30 novembre au 12 décembre. Elle sera présidée par le sultan Al-Jaber qui encourage vivement l'essor des énergies renouvelables. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir deux nouveaux objectifs en ce sens. Mais d'un autre côté, le sultan est aussi le patron d'ADNOC, 11e producteur mondial de pétrole et de gaz. Ah oui. Donc, il est plutôt opposé à la sortie des énergies fossiles. D'où l'optimisme farouche de tous les... Oui, les observateurs se disent que la COP va être un gros succès. Cécile, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Éric de Barbieux, Grand Oral. Éric de Barbieux qui nous fait l'amitié d'être avec nous en duplex. Il est depuis près de 30 ans un des meilleurs spécialistes des violences à l'école. C'est notamment lui qui a fait émerger la réalité de violences jusqu'alors tues grâce à ses enquêtes de victimation. Et on parle aujourd'hui essentiellement de harcèlement. C'est la journée nationale du harcèlement. Et on ne devrait pas dire, nous expliquait-il, harcèlement scolaire, mais harcèlement en milieu scolaire. D'ailleurs, quelle est la place de ces faits de harcèlement dans la galaxie des violences faites aux jeunes, Éric de Barbieux ? Écoutez, ce que révèlent les enquêtes de victimation, donc enquête de victimation pour aller très vite, c'est simplement demander à des échantillons très importants, donc d'élèves en l'occurrence, donc ce qu'ils ont pu subir. On le fait aussi au niveau des professeurs. La dernière, c'était il y a quelques semaines qu'on l'a fait paraître. Bon, donc on a pu voir, moi, ma première enquête de victimation, c'est juin 1991, donc ça commence à remonter un petit peu. Et que ce soit au niveau de la France, mais que ce soit même au niveau mondial, récemment, par exemple, je travaillais au Gabon, pour tout vous dire, on se rend compte que la violence à l'école, c'est d'abord un ensemble de petites violences, que j'ai souvent appelé moi des micro-violences, non pas pour les minimiser dans leurs effets, comme on le verra, mais dans, comment dirais-je, il faut ne pas être uniquement fasciné par les faits de violence les plus rudes. Ce qu'il faut préciser, c'est que pendant longtemps, quand les ministres communiquaient sur la violence, c'était sur la violence très spectaculaire. Mais il y avait des faits qui passaient totalement sous les radars. Le harcèlement en fait partie, le racket en faisait partie aussi. Parce que c'était des affaires entre élèves, finalement. Parfois, ça se passait en plus en dehors des murs de l'établissement. Et il y avait une politique de l'autruche de l'éducation nationale. Tout à fait. Et ça avait en plus des effets qui étaient extrêmement délétères pour traiter ce type de phénomène. C'est que du coup, ça allait avec l'idée que s'il y avait de la violence, c'était uniquement des intrusions extérieures extrêmement violentes par des éléments qui ne faisaient pas partie de l'établissement. Or, les enquêtes de victimation montrent très régulièrement que 95% des faits au minimum sont produits par des élèves contre des élèves de l'établissement scolaire lui-même, éventuellement contre des professeurs ou des membres du personnel. L'inverse pouvant être vrai, mais c'est souvent plus symbolique que des violences physiques. Bon, donc là-dessus, importance de se rendre compte que ce sont d'abord des faits de toutes petites violences, des petites bagarres, des violences physiques, des violences verbales, bien sûr, des violences morales, des violences qui peuvent être des violences même qu'on aurait du mal à qualifier de violence. Par exemple, ce qu'on appelle maintenant l'agression indirecte dans la recherche, c'est-à-dire le fait d'être ostracisé. Il n'y a personne qui t'agresse directement, mais il n'y a plus personne qui te parle. Et c'est quelquefois la populaire qui dit aux autres, si vous parlez à celle-là, vous verrez, on vous isolera, etc., etc. Ce qui est très dur à vivre pour les victimes, la solitude des victimes, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi très vite, c'est que ces petites violences, qui constituent donc le fond même, le bruit même de la violence ordinaire, je dirais, sont des violences qui s'agrègent, qui se répètent. Et quand elles s'agrègent, qu'elles se répètent, on assiste là à des faits qui sont des faits qui peuvent aller jusqu'au harcèlement. Moi, le terme harcèlement lui-même, j'ai longtemps dit, attention, méfions-nous parce que c'est un terme unique pour une réalité multiple. C'est-à-dire qu'il y a des degrés. Il y a des degrés dans la multivictimation. On comprend bien ce que ça peut être la multivictimation, le degré ultime étant le harcèlement. Mais qui, effectivement, dans tous les pays du monde, il faut le dire, pas seulement en France, s'est heurté à l'espèce de « mais c'est normal, c'est naturel, ça s'est toujours passé, il faut bien que les gosses s'endurcissent ». Vous parlez de tous les pays du monde, mais qu'est-ce qui a changé alors en 30 ans? Vous le disiez, vous avez fait vos premières recherches en 1991. Est-ce qu'il y a des constantes? Est-ce qu'il y a des ruptures?
Alors, il y a des constantes. Les constantes sont effectivement des constantes par rapport, je dirais, aux facteurs de risque, par rapport au fait que ce sont effectivement plutôt des petites violences qui se répètent, etc. Le fait que ce soit d'abord en interne et non pas quelque chose qui va être traité avec, je sais pas moi, de la vidéosurveillance ou des grilles à la porte des établissements scolaires. Tout ça n'a pas changé. Par contre, évidemment, il y a l'éruption ou de la reconnaissance faciale, c'est une proposition qui est faite actuellement par Laurent Wauquiez, par exemple. Ça, voilà. C'est de la démagogie complètement stupide, c'est même pas la peine de le développer. Hein. Bon, vous avez un de vos confrères qui a fait un excellent article dans Le Point là-dessus, dans Marianne là-dessus, je vous le conseille. Hein, alors on lit Marianne, ça c'est les constantes et les ruptures? Alors la rupture, c'est la cyberviolence, il faut être clair. C'est une rupture extrêmement importante. Non pas que ça a ajouté un nombre de faits plus important, mais une rapidité et je dirais presque une dureté des faits beaucoup plus importante. Cyberviolence, cyberharcèlement. Hein. C'est-à-dire la manière dont on va utiliser des réseaux sociaux, par exemple, mais qui vont faire que c'est le monde qui s'effondre directement et immédiatement et à répétition, pas seulement en milieu scolaire, mais en lien avec le milieu scolaire, dans la chambre à 3 h du matin, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même aussi quelque chose... Un continuum des violences qui n'étaient déjà pas que des violences en milieu scolaire, mais qui là envahissent absolument tout et sont publicisées. Tout à fait. Les recherches, par exemple, de Catherine Playa, qui est probablement une des meilleures spécialistes françaises sur la chose, ont bien montré le lien entre climat scolaire et cyberviolence, cyberharcèlement. C'est-à-dire que ceux qui se font cyberharceler en ligne sont aussi ceux qui sont harcelés dans la cour de récréation. Hein. Pour être très clair, les auteurs sont la plupart du temps connus, ce sont des auteurs de l'établissement. Donc ça, c'est un changement majeur. Et puis il y a quand même un deuxième changement, c'est qu'on en parle. Et ça, c'est quand même un changement très positif. On a évidemment l'impression, du coup, c'est toujours le même problème à partir du moment où on commence à parler d'un phénomène. On peut le mettre en rapport, bien sûr, avec le phénomène, par exemple, des violences conjugales. Hein, que plus on en parle, plus c'est déclaré, plus on a l'impression que ça monte. Non, ça ne monte pas, mais... ça ne diminue pas non plus. Et ça ne diminue pas. Et on se donne quelques chances quand même de répondre un petit peu mieux. On va parler de la manière de le faire juste après la récré. Récré garantie, sans harcèlement ni cyberharcèlement. C'est la récré de Cécile Fournier. Ah, on ne harcèle pas. Non, on ne harcèle pas. Jamais. L'heure de la récré, en plus, au cours de laquelle vous allez nous proposer de lire un ouvrage, un recueil de témoignages, pour être précis, autour des premiers émois vécus dans l'adolescence. Un livre paru le 25 octobre dernier chez Thierry Magnier. Lire et dire le désir. #When I was 15. Vous avez dit le titre, c'est effectivement un recueil de témoignages de personnalités et d'inconnus qui parlent donc de leurs premiers émois. Quelques exemples. Quelques exemples. Oui, on a Nathalie Bernard, auteure jeunesse et de romans policiers, qui raconte ses découvertes dans La bicyclette bleue de Régine Desforges. Cécile Roumiguière, c'est à l'auteur Anaïs Nin, à qui elle doit ses premiers émois. L'autrice et journaliste Victor Toyon, elle raconte son expérience derrière une église à Cologne lors des Journées mondiales de la jeunesse. Ou encore les Journées mondiales de la jeunesse. Qui est donc docteur en littérature et qui raconte comment les chroniques de San Francisco de Amistine Maupin l'ont sans doute sauvé du suicide. Beaucoup de littérature, beaucoup d'émois littéraires. La préface, je montrais le bouquin, est signé Nicolas Mathieu. Oui, parce qu'il a ancien prix Goncourt, grand écrivain. Oui, il est à l'initiative de cet ouvrage. Oui, pour son livre Et les enfants après eux. Voilà, donc. Il est à l'initiative du bouquin. Oui. Parce qu'en fait, l'idée lui est venue, l'idée du recueil lui est venue après que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a interdit le 18 juillet la vente aux mineurs du livre Bien trop petit de Manukos, qui est édité également chez Thierry Magnier, qui parle d'un adolescent de 15 ans qui est complexé par la taille de son sexe et qui découvre une forme de plaisir grâce au personnage d'un roman. Et le ministre a parlé, je cite, d'un contenu à caractère pornographique. Et Nicolas Mathieu, dans la préface de When I Was 15, raconte, comme beaucoup d'autres, la chose m'a paru alors non seulement absurde, mais totalement injuste et arbitraire. Sur quel signalement cette mise à l'index relatif s'était-elle opérée? Et il ajoute, vraiment, l'événement sidérait autant qu'il indignait. Mais que faire de cette colère et comment résister? Et donc, la réponse? Dans mes mains. La réponse. Dans ce livre? Dans ce livre. Oui, parce que avant que ce soit un livre, ce fut d'abord des témoignages publiés sur les réseaux sociaux de Nicolas Mathieu. Cet été, l'auteur avait en effet lancé un appel aux contributeurs. Il avait publié leurs histoires sur ses réseaux. Et donc, 75 témoignages ont été sélectionnés pour figurer dans ce livre. Livre qui est également disponible en version audio sur plusieurs plateformes. Effectivement, voilà. Lire et dire le désir chez Thierry Magnier pour la récré. Merci beaucoup Cécile. Grand oral, Éric de Barbieux. Et
Éric de Barbieux, invité du Grand Oral à l'occasion de la Journée nationale contre le harcèlement scolaire. Vous l'avez dit, Éric, dès le début, c'était quasiment un des premiers mots de cet entretien, le mot climat scolaire, une des clés pour lutter contre le harcèlement et pas seulement, c'est d'améliorer le climat scolaire. Vous avez donné des pistes d'ailleurs, la stabilité des équipes notamment. C'est une notion à la fois totalement évidente, parce que quand on le dit, on dit bah oui, il faut améliorer le climat scolaire, dans son intention, mais extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que, dans le plus grand nombre possible d'établissements, le climat s'améliore ? Alors, quand vous parlez du plus grand nombre, c'est déjà quelque chose de compliqué, parce que le climat scolaire, c'est du coup humain. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas décréter par le haut. Alors, votre climat scolaire, il est bon là en bas. Les petits galopins là en bas, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est vraiment là des initiatives de base extrêmement importantes. C'est pas simplement dire de manière, comment dirais-je, par circulaire. J'avais d'ailleurs conseillé de ne faire aucune circulaire quand j'avais fait les assises nationales contre le harcèlement, si vous vous en souvenez, Emmanuel. Mais climat scolaire, ça devient un mantra, mais un mantra inopérant. Je rappelle souvent d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup d'André Glucksmann: il est peu de pouvoir qui se prive du luxe de dire vous êtes libre. L'éducation nationale est particulièrement forte sur ce genre de choses, et en particulier la DGESCO, mais vous savez tout le mal que j'en pense. Sur général de l'enseignement scolaire, il faut dire quand même que vous, comme certains chercheurs, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous avez tenté à un moment donné de mettre les mains dans le cambouis, de soulever le capot, et les silos administratifs, la complexité de l'action, vous en avez pâti. J'en ai soupé, oui, c'est tout à fait. J'avoue que j'ai essayé pendant 3 ans et puis j'ai arrêté, malgré... à l'époque c'était Najat Vallaud-Belkacem qui souhaitait que je reste. Mais bon, honnêtement, j'étais épuisé, c'était pas possible. En fait, les différentes structures ne se parlent pas suffisamment, Non. Et puis, si vous voulez, ce gouvernement par le haut, quoi qu'on dise de la décentralisation, est quelque chose qui désespère la base. Je le dis bien. Et, si vous voulez, moi, je préfère répondre à votre question, je dirais presque par l'exemple, pour faire comprendre aussi ce que c'est que le climat scolaire, en réalité, et la manière de l'améliorer. Pour moi, ce sont d'abord, vous voyez, pas forcément des grandes choses, des leçons de morale ou des leçons sur la laïcité, qu'on en fasse très bien, j'ai rien contre. La recherche a montré que c'était pas très efficace pour prévenir la violence, mais c'est comme ça. Bon, si ça soulage, pourquoi pas. Mais ça passe par des choses qui sont pas forcément, d'ailleurs, totalement, directement dirigées contre le harcèlement. Ça passe véritablement par la manière dont on va faire en sorte que les points de vue réciproques des différents acteurs d'un établissement scolaire peuvent se rejoindre. Le climat scolaire, c'est pas que le bien-être. C'est pas que le bien-être des élèves, c'est pas que le bien-être des professeurs, c'est le point de vue sur différents aspects du climat scolaire, je dis bien scolaire, c'est pas la maison des jeunes, donc qui vont compter. Alors je vous donne simplement un exemple qui vous fera comprendre tout ça, et je pense que j'aurai à peu près terminé le temps qui m'est imparti. C'est un exemple réel. Bon, quand dans un établissement scolaire, je trouve donc dans cet établissement qui est beau, qui est tout neuf, qui a des moyens, mais qui souffre quand même malgré tout encore d'un turnover un peu important. Je trouve des élèves qui donc ont vu cet établissement neuf. La première année, quand je fais la première enquête, ils disent écoutez, oui, c'est vachement bien, c'est formidable, cet établissement est très bien. On pose des questions sur le bâti, sur la manière dont les établissements sont habités. Parce que la qualité du bâti, c'est aussi la qualité de la manière dont on l'habite, évidemment. Et on se rend compte la deuxième année, quand on refait la même enquête, qu'on est maintenant arrivé à près de 60% des élèves qui nous disent que les bâtiments sont nuls. Pourtant, les bâtiments sont toujours neufs, ils ne sont pas franchement dégradés du tout même, et ils restent quand même, à mon avis, très agréables. Puis les élèves me l'expliquent très simplement, mais très simplement. Ils disent, vous voyez, voilà, le problème, c'est que les toilettes sont ouvertes à 10h du matin et à 15h. Et entre deux, pas question. Pas question parce que vous allez mettre des papiers, vous allez salir, vous allez, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'escalier B. Parce que on en a besoin. Bon, et donc, du coup, on doit passer par l'escalier A parce que l'escalier B, ça pue. Alors, excusez-moi d'être aussi trivial, mais la vie, c'est trivial. La vie quotidienne des établissements est faite de ce genre de choses, oui. Et donc, quand on passe par l'escalier, on arrive en retard en cours, donc on se fait engueuler. Bon, et oui, vous savez, c'est un truc très bête, mais ça, c'est une de mes causes. Mais rappelez-vous, 80% des jeunes filles en collège ou en lycée ne vont jamais aux toilettes. C'est une cause majeure de vulvite, c'est-à-dire de santé publique. Le climat scolaire, c'est aussi tout ça. C'est faire attention à la fois au bien-être, mais aussi à la manière dont on apprend, à la manière dont on est ambitieux, à la manière... C'est vraiment tellement complexe, mais c'est surtout bien rapprocher les points de vue, que le point de vue des élèves, le point de vue des adultes, le point de vue des parents.
des professionnels comme des parents, puissent se rejoindre. Sinon, ça ne marche pas. Alors, effectivement, le temps dont on dispose est à peu près écoulé. En un mot, vraiment, Éric, en 96, vous dénonciez une crise de sens que vivait l'école et que la violence traduisait cette crise de sens. Est-ce qu'elle l'a trouvée depuis, le sens? Vous savez, comment dirais-je, être Cassandre, c'est un rôle que je déteste, mais qui malheureusement reste vrai. Non, elle ne l'a pas trouvé. Je pense que les choses se sont aggravées. Et qu'elles se sont même aggravées. En tout cas, Éric de Barbieux, merci de nous avoir éclairés dans cette émission. J'espère qu'on se retrouvera, peut-être dans un an d'ailleurs, pour la prochaine journée nationale, pour continuer à en parler et peut-être avec de meilleures nouvelles. Merci beaucoup. Merci Cécile aussi. Bonne nouvelle, mais également alerte de santé publique pour les collégiennes dans le plateau repas de Sandra Ferreira. C'est maintenant. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne nutritionniste qui lit les journaux et qui tombe dans les journaux sur cette étude Ipsos dont l'objectif est de comprendre pourquoi les collégiennes perdent progressivement l'habitude de prendre un petit-déj le matin. Et là, votre sang ne fait qu'un tour. D'abord, peut-être pourquoi une étude spécifique sur les collégiennes? Bien parce que la Fondation Lactel avait déjà fait cette étude sur les collégiens de manière générale. Il y avait et les garçons et les filles. Ça a été fait l'année dernière. Et ils se sont rendus compte que les comportements étaient spécifiquement différents chez les collégiennes en particulier. D'ailleurs, un chiffre à ce sujet, 68% des adolescentes ne prennent pas de petit déjeuner quotidiennement. Ce n'est pas rien. Alors, les adolescenteux, on est bien d'accord. J'ai dit adolescents peut-être. Non, vous avez dit adolescenteux, mais voilà, j'insiste. Vraiment, les collégiennes adolescenteux. Ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut les accompagner dans cette problématique. Alors, pour replacer les choses, le sondage a été fait sur un échantillon de 451 collégiennes qui ne prennent pas de petit déjeuner tous les jours en semaine. Et on a remarqué, en plus, un désintérêt qui va s'accentuer au fur et à mesure de l'âge, qu'elles grandissent. À l'entrée au collège, ça va correspondre à 1% d'entre elles qui ne vont pas prendre de petit déjeuner. Et on est à 15% en classe de 3e. Ok, elles savent pourtant que le petit-déj, c'est bien. Et oui, elles savent, il y a une opposition entre la théorie et la pratique. On a remarqué que les 3/4 d'entre elles savaient ce qu'était qu'un petit déjeuner équilibré, mais ne le faisaient pas. Elles échangent même sur les réseaux sociaux, sur ce qui est bien à manger, ce qui est sain. Il y a 17% qui s'y informés d'ailleurs sur les réseaux, mais elles vont sacrifier le petit déjeuner pour 2 raisons principales. C'est ce qui a été révélé lors de cette étude. Elles préfèrent rester au lit, dormir un peu plus plutôt que de petit déjeuner. Oui, mais on les comprend. On comprend, mais bon, il faudrait se lever un peu plus tôt, à vrai dire, mais ça c'est un autre sujet. Et elles préfèrent se maquiller, se coiffer, se préparer, parce que l'apparence compte énormément à cet âge-là. 71% des collégiennes déclarent faire attention au regard des autres, et tout ça, ça prend du temps. Je voulais juste citer quelques-unes d'entre elles qui disaient: je prends bien 2 heures à m'habiller et à me lisser les cheveux, j'ai pas le temps de petit déjeuner le matin et je peux même pas goûter l'après-midi car je rentre à 18h45. Tout ça, c'est de TikTok. C'est TikTok, ça, oui. Uniquement l'apparence, j'ai pas envie de me lever. Il n'y a pas aussi cette espèce d'obsession qui est très présente sur les réseaux sociaux de la minceur, mais voire de la maigreur, voire de l'extrême maigreur. Exactement, et malheureusement, oui, le type de témoignages qui ont été reçus pendant l'étude, il faut absolument que je le cite. J'ai 13 ans, je fais 52 kilos pour 1m70, qui est très mince. Voilà. Super mince. J'ai quand même décidé de me lancer dans un régime extrême, le mot est fort, donc je vous explique: le petit déjeuner, 5 dates, plus un fruit et plus rien. Est-ce que vous me conseillez de faire un truc de plus, ou est-ce que vous trouvez que mon régime est un peu trop extrême? Ça s'était retrouvé sur un forum. On a retrouvé sur TikTok, les potes de ma sœur font des régimes et elle se sent obligée de les suivre alors qu'elle est archi skinny, ce qui veut dire très très mince. Donc voilà, le problème c'est que les adolescentes vont faire très attention à leur alimentation, voire sauter le petit déjeuner pour être minces, pour perdre du poids. Elles décrivent aussi l'impossibilité à manger leur petit déjeuner parce que le réveil est trop matinal. 33%, voilà, 33% c'est la fatigue, 67% l'absence d'appétit, ce qui est justifié parfois par certaines hormones qu'on sécrète. Donc ça, c'est les raisons qui expliquent la situation. Le problème, c'est que ce petit déjeuner, du coup, est pris dans des conditions très rapides. 80% des jeunes filles le prennent en moins de 10 minutes. C'est vraiment rapide. Et qu'est-ce qu'elles vont privilégier? Le bol de céréales, c'est à peu près une collégienne sur 2, les viennoiseries, à peu près 43%, et tout ce qui est pain, beurre, confiture, ce que j'aurais adoré que vous mangiez, chères collégiennes, plus régulièrement, c'est moins prisé. Ok Sandra, on a 1 minute, montre en main, pour faire du petit déjeuner un moment plaisir. Eh bien, un moment plaisir, c'est prendre du temps
Il faut que ça devienne une routine. Il faut que les parents montrent l'exemple. Ça, c'est important à retenir. Et la sensibilisation et les conseils sur la composition sont très importants. Donc, s'il vous plaît, les établissements scolaires, prenez des diététiciennes pour parler de tout ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Il n'y a qu'une collégienne sur 3 qui déclare avoir été sensibilisée dans son collège. Hein. Exactement. Une collégienne sur 3. En gros, un petit déjeuner. Vous savez de quoi c'est composé. Des œufs, du pain, un yaourt, un fruit. Ça peut être du granola, du lait, plein de choses. Je finis juste sur, si vous voulez vous amuser à composer votre petit déjeuner, il y a un jeu qui s'appelle Détective Petit-Déj sur le site de la Fondation Lactel qui est très bien fait. Et qui est très bien fait. Génial. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup. Bon petit-déj équilibré forcément. Sandra, merci. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Taï Sayad au maquillage, Emma Frari en régie, à la préparation Marine Plantec, Thibaut Goury-Lafont pour le son et Romain Luc pour la réalisation. Merci à toutes et tous. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.